Épique Époque, regard croisé et illustré pour mieux comprendre les défis de notre temps, des conférences proposées par le Jardin des Sciences en partenariat avec RCF Alsace. Bonsoir, bienvenue dans la salle de Planétarium. Nous sommes heureux de vous accueillir avec toute l'équipe du Jardin des Sciences pour ce troisième épisode d'Épique Époque. Vous savez, ce nouveau style de rencontre que nous avons décidé au Jardin des Sciences et qui va nous permettre d'aborder des thèmes différents. Mais ce soir, nous avons un thème qui colle bien à la salle. Alors avant de débuter, j'aimerais avoir quelques pensées. Une pour notre ami Simon Thénault qui est parti voguer vers d'autres lieux après le Jardin des Sciences, mais qui est quand même une des chevilles ouvrières de ces rencontres Épique Époque. Donc je tiens à le remercier. Puis ensuite, vous voyez qu'aujourd'hui, je ne m'appelle pas Paul Fontenot, comme d'habitude, puisque Paul, malheureusement, n'est pas parmi nous ce soir pour des raisons de santé. Donc je vais donc essayer, en tant que médiateur de Planétarium, de le remplacer, je l'espère, au mieux. Donc nous sommes dans un planétarium, et quoi de plus légitime que d'être dans ce lieu pour aborder le thème du jour ? Dans un planétarium, nous avons l'habitude, grâce à notre simulateur de voyage cosmique, qu'on appelle Digistar, et qui projette sur ce dôme écran qui vous entoure avec 6 vidéoprojecteurs haut de gamme, nous avons l'habitude de vous montrer un ciel qui nous paraît le plus idéal possible. Il y a une super voie lactée, il y a de belles étoiles, des données de recherche magnifiques, des merveilles de l'univers. Mais si vous êtes suffisamment curieux, contemplatif, et que vous sortez du planétarium en levant la tête vers le ciel, sans doute avez-vous remarqué qu'à Strasbourg, nous ne sommes pas dans un lieu idéal pour observer ce ciel. Peut-être que si vous faites aussi, comme certains passionnés de l'astronomie amateur, vous vous étonnez de ce constat amer de voir le ciel se dégrader au fur et à mesure des années. Un constat que font également nos amis astrophysiciens, astronomes professionnels, car il y a dans le ciel des satellites, des avions, des phénomènes qui perturbent un peu nos observations. Alors ce soir, toutes ces personnes, ensemble, nous interrogeons, nous nous posons une question. Faut-il craindre de perdre notre ciel nocturne ? Et pour répondre à toutes ces questions, et pourquoi pas apporter quelques solutions, nous avons ce soir 3 intervenants. Alors, 3 intervenants, vous voyez que pour l'instant, je ne suis entouré que de 2 intervenants, puisque notre dernière intervenante a eu quelques soucis de transport. C'est pas, je ne pense pas, la faute des satellites sur ce coup-là, mais elle est, je vous rassure, dans le tram, donc elle va bientôt nous rejoindre à mes côtés. Alors, pour regarder tout cela, nous avons besoin de plusieurs regards croisés, mais qui finalement vont peut-être se compléter. Nous allons voir ça tout de suite. D'abord, le regard de l'astronome professionnel. Un astronome professionnel qui a l'habitude d'analyser, alors dans le passé c'était des plaques photographiques, puis des capteurs numériques qui nous donnent de bien belles visions du ciel. Mais quand on regarde tous ces capteurs, on s'aperçoit qu'ils sont un peu dégradés, perturbés par des traînées, des artefacts qui sont dus à des satellites ou des avions. Mais pas que, parce que l'astronome moderne regarde aussi l'invisible, vous comprendrez. Alors nous sommes aujourd'hui en partenariat avec une radio qui s'appelle RCF. Eh bien les ondes radio, on les utilise aussi en astronomie, et elles sont perturbées parce que les satellites, ce sont des objets communicants. Et puis, pas que, parce que dans les grands observatoires modernes, peut-être également que l'astronome a le besoin de tenir compte du passage des satellites et des avions pour lancer ses observations et notamment le calibrage de ses télescopes. Alors pour nous parler de tout ça, notre invité astronome adjoint et directeur de la communication à l'Observatoire de Strasbourg, c'est Sébastien Derrière qui vous expliquera plein de belles choses avec, et vous avez la chance ce soir, des diffusions de données de recherche en full dome, ce qui n'est pas toujours le cas dans nos rencontres. Ensuite, finalement on peut se dire les satellites, quotidiennement, vous avez vos portables. On estime que dans notre quotidien, les portables utilisent un service de près de 40 satellites en moyenne. Ça doit être à peu près ça. Et puis, dans votre quotidien, vous avez le GPS. On aurait pu suivre à la trace Génie qui va arriver, pourquoi pas, au lieu d'avoir une boussole et une carte. Et puis,
on parle beaucoup de réchauffement climatique, mais le réchauffement climatique, pour comprendre près de 50 paramètres, il y a en gros 26 paramètres qui sont liés au spatial. Donc vous voyez, on peut s'interroger. Alors les satellites, finalement, est-ce que c'est pas très utile? Est-ce que ces satellites sont vraiment de plus en plus nombreux? Alors, juste un petit clin d'œil, hein, vous aurez peut-être remarqué qu'astronome et fabricants de satellites, quelque part, on peut s'entendre puisque les astronomes parlent de constellations et du côté satellite, on parle de méga-constellations. Coïncidence ou pas, on ne sait pas, on verra. Grâce à notre invité qui va nous parler des statistiques, de l'aspect économique des satellites, mais aussi des débris spatiaux qui sont de plus en plus nombreux, et puis peut-être aussi l'aspect juridique, et peut-être nous donnera-t-il quelques solutions. Enfin, on verra. Et notre invitée qui va pas tarder à nous rejoindre, elle, va aborder un sujet qui est aussi important lorsqu'on regarde le ciel. C'est qu'une analyse récente, si mes souvenirs sont bons, annonce 80% d'une population mondiale qui trouve que son ciel n'est plus terrible, on ne voit plus la Voie lactée, on n'a plus un ciel noir. Eh bien, nous avons invité une cosmologue, une directrice de recherche du CNRS et du Centre de recherche en informatique, signal et automatique de Lille. Ça s'appelle Cristal. J'ai oublié de dire que Marc Deschamps, lui, venait de l'Université de Franche-Comté en étant maître de conférence en économie et qu'il travaille aussi pour le Centre de recherche en statistique économique. Voilà, en stratégie, oui. Voilà. Il y aura les statistiques sur les satellites. Et enfin, donc Jenny travaille aussi en relation avec l'Institut d'astrophysique spatiale d'Orsay. Et donc, en tant que cosmologue, elle est très attachée à la sauvegarde de notre ciel nocturne. Et elle étudie, elle regarde tout cela, elle fait des belles interventions sur des événements d'ampleur intéressante, comme La nuit est belle. Je crois que pour lancer le débat ce soir, La nuit est belle, c'est quelque chose d'intéressant. Je laisse la parole à Sébastien derrière. Vous allez voir que parfois, les données de recherche, les plaques, les capteurs, ça surprend. Merci pour la présentation. Donc j'ai l'honneur de démarrer cette rencontre, cette soirée, avec le regard de l'astronome sur est-ce que nous sommes en train de perdre le ciel nocturne. Alors je vais commencer en remontant un petit peu en arrière dans l'histoire de l'astronomie. Pendant très longtemps, on a observé le ciel. Enfin, je pense que les hommes ont toujours observé le ciel. D'abord à l'œil nu, puis avec des instruments, mais toujours à l'œil nu. C'est-à-dire qu'on mettait l'œil derrière la lunette ou derrière le télescope. Mais il y a deux grands changements qui sont venus bouleverser l'astronomie. Et la première révolution, c'était l'utilisation de la photographie. Alors, on va vous montrer une image de comment les astronomes utilisaient la photographie. Alors, pour les plus jeunes d'entre vous, l'astronomie n'a pas toujours été numérique. Pendant longtemps, la photographie, ça voulait dire mettre un film sensible à la lumière qu'on exposait pendant une certaine durée et qu'ensuite il fallait traiter avec de la chimie pour le révéler et obtenir une image. Donc ici on voit un astronome qui est à l'intérieur d'un télescope et qui est en train de préparer, alors je ne sais pas s'il est en train de préparer ou de récupérer, probablement il fait juste semblant pour la photo, puisque comme il y a beaucoup de lumière, en général on fait ça dans le noir, les films sont sensibles à la lumière, donc on ne s'amuse pas à les manipuler en pleine lumière, mais on mettait dans un récepteur une plaque sensible qu'on mettait à l'intérieur du télescope, on pointait ensuite la région du ciel qu'on voulait observer. Le gros avantage de la photo par rapport à l'œil humain, c'est que la photo peut accumuler la lumière pendant plusieurs minutes, voire plusieurs heures, avant d'être révélée pour montrer ce qui a été enregistré comme signal. Votre œil, il n'est pas capable de faire ça, donc on était capable de détecter des objets beaucoup plus faibles, beaucoup moins lumineux que ce que l'œil pouvait faire derrière le même instrument. Donc la photographie, vraiment, dès le milieu, quasiment dès son invention, en tout cas toute la fin du 19e siècle, pendant quasiment tout le 20e siècle, c'est avec les photographies que les astronomes ont fait des observations. Et puis à la fin du 20e siècle, il y a une deuxième technique qui a été mise au point, qui sont les capteurs numériques directement. Donc on va vous montrer à quoi ressemble un capteur moderne.
une caméra moderne. On n'a plus de film sensible, mais on a quelque chose qui va ressembler à ça. Ça, c'est la caméra qui est utilisée par un projet américain qui s'appelle le Sloan Digital Sky Survey. Et on voit que, alors il y a plein de petits carrés qui correspondent, en fait, derrière chaque carré, il y a un capteur numérique. Et on va faire défiler le ciel devant ce capteur numérique. Et il y a différentes couleurs qui correspondent à différents filtres. On va collecter la lumière dans différentes bandes du spectre lumineux. Et chaque capteur va enregistrer une portion du ciel mesurée à travers ce filtre-là. Et ensuite, on décale le ciel et on observe la même région du ciel avec une autre couleur, la même région du ciel à travers une autre couleur, etc. Et on a comme ça des grosses images numériques. Le gros avantage, c'est que c'est encore plus sensible que les plaques photographiques. Et donc, on peut passer de temps de pause qui représentent plusieurs minutes, voire une heure, à des temps de pause qui représentent quelques secondes. Ou en une minute, on peut faire l'équivalent de ce qu'on faisait avec une plaque photographique en une heure. Donc, je vais vous montrer, on va voir en full dome, ce qu'on a été capable d'observer avec les plaques photographiques, avec des observations qui ont été faites dans les années, alors entre 1980 et 2000 en gros, hein. On a continué à utiliser des plaques photographiques assez tard. Donc en full dome dans un planétarium, vous pouvez voir un ciel qui est simulé, un ciel qui est fictif, qui est ce que vous pouvez voir en gros à l'œil si vous vous promenez dans une région qui n'est pas trop affectée par la pollution des villes, pollution lumineuse des villes dont va parler Jenny. Mais on peut aussi afficher ici les données de recherche qui sont les numérisations des plaques photographiques qui ont été observées dans les années donc entre 80 et 2000. Donc ici, vous voyez un hémisphère qui est pavé de toutes ces plaques photographiques. On voit l'effet de damier. Chaque petit carreau représente une plaque photographique qui a été observée. Alors, il a fallu plus d'une décennie pour observer le ciel complet avec ces techniques de plaques photographiques. Chaque photo demande entre 40 minutes et 1h30 de temps de pause. Et pour faire une image couleur du ciel, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que les astronomes font exclusivement des photos en noir et blanc. Chaque image brute obtenue par un astronome avec les instruments, que ce soit les instruments modernes ou les instruments des plaques photographiques, c'était du noir et blanc. Donc pour faire une image couleur du ciel, il faut observer le ciel à travers plusieurs filtres. Pour les plaques photographiques, on a fait le ciel complet avec un filtre bleu et avec un filtre rouge qu'ici on a combiné ensemble pour avoir une image couleur. Alors on voit dans ce ciel de nombreuses étoiles qui apparaissent très saturées pour les plus brillantes parce que on a exposé pendant près d'une heure et donc la lumière des étoiles les plus brillantes a sacrément impressionné les plaques photographiques à ces endroits-là. Mais si on va zoomer à certains endroits particuliers, vous allez voir qu'il y a des choses qui ne sont pas réelles, donc qui sont juste des perturbations temporaires qui se sont produites pendant la durée de l'exposition. Est-ce que vous voyez toutes ces stries-là, ces différents traits? En fait, c'est une forme de pollution lumineuse. Pendant qu'on était en train d'observer ces régions-là du ciel, donc pendant qu'on était en train d'observer une plaque photographique qui couvre la zone là, il y a un objet qui est passé et qui émettait de la lumière au-dessus du télescope. En l'occurrence, ces objets-là, la plupart de ces objets-là, ce sont des avions. Et ce qu'on voit, ce sont les deux traînées, ce sont les phares, des phares de navigation fixes qui sont au bout des ailes des avions. Donc des fois, vous avez des phares de navigation fixes. Donc quand l'avion, par malheur, pendant l'heure d'exposition, passe en quelques secondes au-dessus du télescope, il laisse sa trace. Et ces phares-là apparaissent rouges ici parce que l'avion est passé uniquement pendant l'exposition de la photo rouge. Et il n'y a pas eu d'avion pendant la photo bleue, donc on a juste la partie rouge de l'image qui est polluée. Et vous voyez qu'au milieu, là, il y a un petit point lumineux avec des réflexions. Ça, c'est sur la carlingue de l'avion. Quand vous avez une lumière qui clignote, elle s'allume là, l'avion a bougé, ça fait deux petites taches.
Et vous voyez que dans différentes plaques, il y a différents avions qui sont passés à différents endroits. Donc la plupart du temps, entre 1980 et 2000, quand ces plaques photos ont été observées, c'était des avions. Mais des fois, on a des objets différents déjà qui étaient détectés. J'essaie de vous montrer ici une chose un peu moins lumineuse. Vous voyez qu'il y a une espèce de pointillé, un trait là, ça disparaît quasiment, ça réapparaît là, ça disparaît, ça réapparaît là. Ça, typiquement, c'est pas un avion, mais c'est probablement un satellite. Alors, le satellite, lui, il n'a pas de phare qui vous éclaire. Par contre, le satellite, il peut être éclairé par le soleil et refléter une partie de la lumière du soleil vers le télescope. Donc c'est soit sur le corps du satellite, soit sur les panneaux solaires du satellite, qu'il peut y avoir une partie de lumière qui est reflétée vers le télescope et qui va perturber les observations. Pourquoi est-ce que ça change de luminosité ? Si le satellite tourne sur lui-même, à chaque rotation, il va refléter plus ou moins la lumière du soleil selon son inclinaison par rapport au télescope. Et on peut aller voir une dernière traînée d'avions pour vous montrer un effet un peu amusant. C'est si vous voulez connaître le nom et l'âge du capitaine, on a la date précise d'observation et l'heure précise d'observation de chaque plaque photographique. Donc on peut retrouver quels étaient les vols au-dessus du télescope. Et les avions ont des feux de navigation qui sont une lumière verte fixe normalement au bout de l'aile droite, une lumière rouge fixe au bout de l'aile gauche, et des fois des feux de navigation fixes qui sont fixés sur la carlingue, et puis des phares qui peuvent clignoter à peu près toutes les secondes. Donc si on regarde en détail une des observations, je crois que c'est celle-ci, j'essaie de me repérer. Attendez, je suis un peu perdu. On se perd rapidement dans le ciel. Hein. Ouais, c'est celle-ci. Alors, ici, on a un phare fixe qui était probablement sur la carlingue et une aile ici qui était probablement, comme c'est dans la plaque rouge, on a une petite traînée fixe sur l'aile rouge et croyez-moi si vous le voulez, l'aile verte devait s'étendre jusqu'ici. Je le sais parce qu'il y a un petit point qui clignote en même temps que sur l'aile rouge. Et l'aile verte, la lumière, le phare vert n'a pas laissé de trace sur la plaque rouge puisque la plaque n'est pas sensible à la lumière verte. Donc sur celle-ci, on sait que ça c'était l'aile gauche, ça c'était l'aile droite. Ça clignotait au centre et sur les ailes. Ça se répète un peu plus loin par là. Donc vous pouvez calculer la vitesse, l'altitude et l'envergure de l'avion. Et si vous demandez à la compagnie aérienne, s'ils ont des archives jusque dans les années 80, retrouvez le nom du pilote. Donc voilà, ça c'est pour ce qu'on pouvait voir dans les images d'un relevé comme le DSS. On a une collection, il faut s'imaginer que pour faire tout le ciel, il a fallu observer plus de 1200 plaques photographiques bleues, plus de 1200 plaques photographiques rouges, les assembler, les numériser pour pouvoir vous les représenter aujourd'hui. Vous voyez qu'on peut zoomer dedans très facilement. Et les astronomes, en général, vont regarder des détails sur les objets astronomiques, pas sur les avions. Mais si vous regardez ce que donne dans une image moderne le passage d'un train de satellite Starlink, dont Marc va vous parler après, les lancements de satellites aujourd'hui se font plus un par un, mais peuvent se faire par grappe entière. Et peu après le lancement d'une grappe de satellites Starlink, on va avoir plein de traînées lumineuses dans un capteur moderne qui est fait d'une mosaïque de capteurs CCD qui vont complètement polluer les observations. Et donc les astronomes, ils ne sont pas intéressés par les petits traits lumineux, ils cherchent à observer ce qu'il y a derrière. Forcément, s'il y a une flopée de satellites qui passent devant les observations à ce moment-là, ça ne marche pas du tout. Donc ça c'est une chose. On peut aller regarder que sur les relevés modernes, on se dit peut-être qu'avec un relevé moderne, où on n'utilise plus des plaques photographiques, mais on assemble des images numériques, les temps de pause de chaque image sont plus courts. Donc on devrait avoir moins le risque qu'un avion passe devant. C'est en partie vrai.
Alors ici, on vous montre le relevé SDSS, donc le Sloan Digital Sky Survey. Il n'a pas observé tout le ciel, donc il y a des zones noires où on n'a pas fait d'observation. Et vous voyez des effets de bord par endroits. On devine la forme du détecteur qui est un peu complexe sur les régions en bordure de zones observées. Mais si on va zoomer en détail, a priori, on se dit, bon, il n'y a pas l'air d'avoir de grandes stries, de grandes traînées d'avions qui sont passés dedans. Alors peut-être que c'est arrivé, mais qu'ils ont enlevé les images de ce relevé. Disons, pour composer cette grande image qu'on vous montre ici, qui est l'assemblage de plusieurs milliers à nouveau d'images individuelles, peut-être que si certaines images étaient trop polluées, elles ont été enlevées, on a dû refaire les observations. Mais si on va zoomer à l'intérieur de ce relevé, on va se rendre compte qu'à l'échelle des images individuelles, on va retrouver non pas forcément des problèmes d'avion, puisque ces observations-là ont été faites au début du XXIe siècle, hein, c'est des observations plus récentes, mais de plus en plus, ce qui va poser problème, c'est le passage de satellites individuels. Alors, on arrive ici sur une région, alors on voit plein d'étoiles, c'est des vraies étoiles qui sont observées dans ces images profondes, mais on voit ici qu'il y a un objet très brillant qui est passé devant le télescope et qui a allumé 3 des 5 détecteurs. Je vous ai dit, on a pris le Sloan Digital Sky Survey observe dans 5 bandes de couleurs. On en a pris 3 pour fabriquer une image couleur qu'on projette ici. Et on voit très bien que dans les canaux bleu, vert et rouge, il y a un objet brillant qui est passé, mais il y en a d'autres un peu partout. Vous voyez ici, ou ici sur le ciel, vous avez des traînées comme ça, même un peu ici, derrière vous, un peu partout. Quand on zoome, on a des petits passages de satellites. Cette fois-ci, c'est des satellites artificiels qui viennent impressionner les images. Alors, ça pose problème dans les images modernes. Ici, pour vous donner une ordre de grandeur, on est descendu à moins d'1 minute par image. Mais même en 1 minute, on a la malchance que régulièrement, il y ait des satellites artificiels qui passent dans le champ de vue de l'instrument. Tout ça, c'est fait en lumière visible, ou quasiment visible. Mais les astronomes sont intéressés par observer le ciel dans d'autres domaines de longueur d'onde. On ne fait pas seulement de l'astronomie optique, on fait de l'astronomie en rayon X ou de la radioastronomie. Et le ciel visible, vous avez l'habitude de la Voie lactée comme ça, mais si vous aviez des yeux sensibles à la lumière radio, vous verriez beaucoup mieux la Voie lactée. Parce que la Voie lactée émet énormément de lumière radio qui est captée par les radiotélescopes. Donc ça, c'est des images faites avec la mission Planck, qui était un satellite. Oui, on envoie des satellites des fois pour faire des observations, mais les observations radio, on peut aussi les faire au sol. Et quand on fait des observations radio très poussées, par exemple dans la région du centre galactique, on peut aller zoomer sur le centre de la galaxie. On va vous montrer là donc une petite région qui a été observée précisément par un radiotélescope très puissant qui s'appelle MERCAT, qui est un précurseur d'un radiotélescope géant qu'on va construire prochainement, qui est le Square Kilometer Array, qui va faire le même genre d'observation, mais à l'échelle de quasiment tout le ciel à terme. Dans le centre de la galaxie, on voit tout un tas de choses bizarres avec les observations radio. On voit des étoiles qui ont explosé, qui ont créé des bulles de gaz, on voit des filaments, on voit tout un tas de choses très complexes qui se passent au voisinage du trou noir caché au cœur de notre galaxie. Tout un tas de choses qu'on ne voit pas dans le visible. Et même pour les radioastronomes, qui ont un gros avantage sur les astronomes optiques, c'est d'observer le jour comme la nuit. Ils ont un problème avec les satellites artificiels, qui est que les satellites artificiels communiquent. Et donc les satellites artificiels émettent des ondes radio qui peuvent causer des interférences. Alors on essaie de mettre les grands radiotélescopes à l'écart des villes, au milieu des déserts, là où on est loin de vos téléphones portables et d'autres interférences comme ça. Mais si en permanence au-dessus de vos têtes,
il y a une myriade de satellites. Donc ça, c'est une vue avec le temps légèrement accéléré. Chaque petit point représente un satellite qui se déplace actuellement au-dessus de vos têtes. Et vous voyez que, imaginez, vous faites des observations d'une région du ciel, vous définissez un petit carré, un petit rectangle n'importe où, et vous comptez le temps dont vous disposez avant qu'un satellite ne passe devant, si vous faites des observations dans le visible, ou avant qu'il y ait des satellites qui communiquent par ondes radio au-dessus de vos têtes en général. Ça laisse assez peu d'espace ou assez peu de temps pour faire des observations astronomiques professionnelles si on est en permanence perturbé soit par des passages d'objets visibles, soit par des communications d'objets même s'ils ne sont pas visibles. Je vais juste vérifier combien il me reste. Quelques minutes ? 5 minutes. Ok, c'est largement bon. Donc, voilà, je vous laisse voir le balai des satellites. Vous allez voir avec Marc juste après que non seulement il y a les satellites actifs, mais il y a tous les satellites qui sont inactifs, qui sont en panne, parce qu'il faut les relancer, faut en relancer régulièrement pour compenser ceux qui tombent en panne. Et puis il y a tous les débris associés qui peuvent être des restes de fusées qui ont servi au lancement du satellite lui-même, des petits morceaux de boulons ou autres qui se détachent, quand ce n'est pas les militaires qui détruisent un satellite pour provoquer des milliers de déchets supplémentaires d'un seul coup. Donc, ça c'est l'image des satellites. Il y a un troisième problème lié à ces satellites qui perturbe les astronomes professionnels, qui est assez peu fréquemment évoqué. Je vais essayer de vous le détailler rapidement. C'est que pour les engins les plus modernes, ici vous avez une image du VLT, donc le Very Large Telescope, le très grand télescope européen. En fait, c'est 4 télescopes avec un miroir de 8,20 m de diamètre chacun, que les Européens ont installés au Chili, sur les montagnes, loin des villes. On s'est mis le plus loin possible de la pollution lumineuse des villes, qui, elle, ne bouge pas. On s'est mis dans une région où la météo est exceptionnelle. Il pleut quasiment jamais, il n'y a pas beaucoup d'humidité dans l'atmosphère, on est dans un désert. Donc on devrait pouvoir observer en permanence. Et pour améliorer la qualité des observations faites avec ces télescopes, un des problèmes qu'on a avec ces télescopes, c'est qu'on est au sol. Et au-dessus de nous, il y a l'atmosphère, et l'atmosphère est turbulente. Les turbulences de l'atmosphère, ça perturbe la qualité, la précision des observations. Mais on a inventé des techniques pour corriger ça. Ça s'appelle l'optique adaptative. L'optique adaptative, ça consiste à déformer le miroir en temps réel pour corriger les perturbations de l'atmosphère. La question, c'est comment est-ce que vous savez quelle est la forme de la perturbation de l'atmosphère ? Pour calculer ça, on fabrique une étoile artificielle. On fabrique une étoile artificielle en tirant depuis l'observatoire sur un point dans la haute atmosphère, avec des lasers, on va illuminer un point, une étoile fictive, dans la haute atmosphère, et on va observer ce point avec le télescope. Si ce n'est pas un point, ça veut dire que l'atmosphère a perturbé les rayons lumineux, et on va déformer le miroir pour ramener l'image à quelque chose d'aussi proche que possible d'un point. Ça s'appelle l'optique adaptative. Ça marche super bien. Ça permet d'avoir des qualités d'image depuis le sol qui sont comparables à ce qu'on peut avoir depuis un satellite d'observation astronomique, tout en coûtant beaucoup moins cher. Le problème qu'on a, c'est qu'on tire depuis... Alors là, c'est nous qui polluons. C'est les astronomes qui tirent un laser vers le ciel. Et évidemment, s'il y a un avion qui passe au-dessus, on a obligation d'éteindre les lasers pour ne pas éblouir le pilote. Pareil, vous n'avez pas le droit de jouer avec un laser à viser les avions depuis le sol. C'est formellement interdit. Le problème qu'on a, c'est que c'est aussi interdit d'éblouir les satellites. Et donc, s'il y a des satellites qui passent au-dessus, on doit couper le faisceau laser et donc interrompre les observations le temps que le satellite passe. Si vous avez des satellites qui passent en permanence, on ne peut plus faire d'optique adaptative comme on le fait aujourd'hui. Donc, même pour ça, même pour les techniques les plus avancées, on est en train de construire un télescope avec un miroir de 40 mètres de diamètre. Il fera de l'optique adaptative tout le temps,
Mais si l'objet d'interrompre ces observations en permanence pour ne pas éblouir les satellites à chaque fois qu'il y en a un qui passe, ça va grandement compliquer notre tâche pour planifier les observations faites depuis le sol. Donc je vous laisse sur cette image-là et je repasse la parole à Jean-Yves. Merci beaucoup. Voilà, merci Sébastien pour nous avoir fait cet inventaire sympa. Alors je ne sais pas si la solution est-elle peut-être dans les télescopes spatiaux ou pas. Les télescopes spatiaux, ça, en termes de coûts à fabriquer et de maintenance, ce n'est pas du tout les mêmes ordres de grandeur. Ça coûte très très cher et on ne va pas réparer, s'il y a une panne, on ne va pas réparer le satellite. Donc il y en a un très fameux qui a été lancé récemment, le James Webb Space Telescope. Il est sur une position en orbite qui est à 1,5 million de kilomètres de la Terre. On n'a jamais envoyé personne plus loin que la Lune. Donc c'est 5 fois plus loin que la Lune. Donc on va pas le réparer s'il tombe en panne. Il a coûté 10 milliards à fabriquer à la louche. Et avec des délais de fabrication qui sont comptés en plusieurs années. C'est-à-dire de retard de fabrication. Il faut 20 ans pour le planifier et puis encore 5 à 10 ans de retard sur le lancement. Donc on préfère observer depuis le sol autant qu'on peut. C'est vraiment quelque chose qui est beaucoup, beaucoup plus facile et moins cher. Voilà, message reçu. Alors, j'en profite pour saluer l'arrivée, pendant qu'on commençait cette première session, d'Eugénie Sors. Bonjour, bienvenue. On a des problèmes de satellite, mais on a aussi des problèmes de transport. Vous interviendrez un peu plus tard sur la pollution lumineuse, mais vous le savez sans doute si vous êtes des fidèles d'Epic Époque, on n'a pas que des intervenants ici en bas de salle, mais on a une autre intervention un peu plus artistique avec notre amie Violaine Leroy, qui, depuis le début de notre rencontre, capte tout ce qui se dit, se fait, se voit, et fait un rendu en illustration. Donc, elle dessine depuis un petit moment. On va faire juste un petit break pour regarder ce que Violaine est en train de nous faire. Alors, certains se reconnaîtront, je pense. Il ne fera pas de commentaires tout de suite là-dessus, mais c'est intéressant de voir comment une artiste, finalement, capte nos dialogues, ce qui se dit. Son dessin n'est pas encore trop pollué par les satellites, ça va. Tout se passe bien. Voilà, on va laisser Violaine continuer son travail et on se retrouvera avec elle. Elle descendra nous voir pour nous expliquer un petit peu plus comment elle a ressenti tout cela tout à l'heure après l'intervention de nos 3 intervenants. Alors, je ne sais pas, il y avait 3 micros. Donc maintenant, Marc, oui, d'accord. Marc va prendre la parole. Donc, on a parlé des satellites. On a vu déjà tous ces petits points verts qui défilaient dans le ciel. Mais comme dit, ces satellites sont-ils finalement très utiles? Quel est le point de vue de l'économiste? Les aspects juridiques? Et puis, on espère tous que Marc va nous donner un scoop avec une solution miracle qui permettrait, je l'espère, de réconcilier, pourquoi pas, les astronomes avec les constructeurs de satellites. Mais y croit-on vraiment, Marc? Bonsoir. Alors, normalement, on doit voir le... Voilà, alors, peut-être juste parce que pour beaucoup d'entre vous, vous êtes sans doute comme moi, c'est-à-dire que je devrais normalement être avec vous, hein, parce que vous avez des astronomes et puis moi, je suis économiste. Donc, c'est juste pour que les choses soient un peu plus claires. En fait, d'habitude, on distingue, enfin, ils distinguent, les astronomes, trois orbites. L'orbite basse, LEO, donc c'est en dessous de 2000 km. Alors, au-dessus de 100 km, au-dessus du niveau de la mer, c'est l'espace qui commence. Et entre 100 et 2000 km, on a l'orbite basse terrestre. Et puis après, on a l'orbite moyenne. Et puis après, l'orbite géostationnaire qui est à peu près à 36 000 km. Alors, il y a des satellites dans toutes ces zones-là. Et en fait, ce dont on va parler qui pose le plus de problèmes, ce dont a déjà parlé Sébastien, mais qui pose aussi d'autres problèmes, on va le voir avec la question des débris, ça va plutôt concerner l'orbite terrestre basse,
c'est-à-dire la zone comprise entre 100 et 2000 km. Alors normalement là il y a le changement, je ne sais pas, avec l'effet d'homme, ou je sais pas, non, ou pas. Non, oui. Ah. Si, la régie va nous faire ça. Merci Antoine. Merci Antoine. Alors voilà, parce qu'on repartait sur... là, on avait essayé de faire une transition. On repartait avec le côté la Terre. Après, on avait les satellites qui sont actifs, voilà, ce qu'on a vu avec Antoine. Alors, vous voyez qu'il y a une espèce de grand cercle qui est loin, là. Le grand cercle qui est loin, c'est ce dont on vient de parler, c'est-à-dire les orbites géostationnaires. Vous imaginez, hein, c'est comme une sorte de gros donut qui a 36 000 km. C'est partitionné en cases et en gros, les satellites restent dans leurs cases et ils restent fixes par rapport à un point de la Terre. Alors si je dis des bêtises, hein, bien sûr, mes collègues astronomes me reprennent. Voilà, mais normalement c'est ça. Donc le gros cercle, enfin, le gros ellipse, c'est voilà, l'orbite géostationnaire. Et puis, tout près de la Terre, vous avez l'orbite terrestre basse avec les satellites qui, là, sont plus nombreux. Et on va essayer de comprendre pourquoi. Alors ça, c'est, je dirais, ce qu'on aimerait avoir, ce qui serait parfait, hein, parce que tout ça est actif, tout ça nous sert. Malheureusement, voilà aussi tout ce qu'on ne veut pas. Et tout ce qu'on ne veut pas, donc tous les autres points qui ne sont pas verts, ce sont des débris. Donc vous comprenez que là, évidemment, on a une difficulté, hein, parce qu'on commence à voir qu'on a beaucoup plus de points qui ne sont pas verts que de points verts. Et c'est le cas. Et évidemment, comme ce qui nous intéresse le plus, ce sont les orbites terrestres qui se rapprochent de la Terre, donc en particulier l'orbite terrestre basse, ben c'est là aussi où il y a le plus de débris. Alors on va le voir un peu plus loin d'une autre manière, mais peut-être voilà, déjà avoir cette image-là, alors voilà, qui à mon avis vous permet, alors c'est l'effet magnifique, hein, au planétarium, moi je suis bluffé par ça, parce que c'est la première fois que je le vois comme ça, donc c'est magnifique. Mais voilà, donc c'est vraiment, voilà, on a un problème, et on va voir que c'est un problème qui est actuel, mais qui est grandissant et qui peut arriver à un moment où on ne pourra plus envoyer des choses dans l'espace. Alors, voilà, et puis normalement, là, on va voir... Non. Non. Hop, voilà, c'est ça. Merci. Et donc, c'est une autre façon de voir ce qu'on vient de voir avec l'effet d'homme, là. C'est une diapositive que vous verrez partout, qui vient de la NASA, qui est actualisée malheureusement très régulièrement. Donc, l'âge spatial, la première fois où on envoyait un satellite dans l'espace, c'était en 1957, c'était Sputnik. Et dès le début, ben, en fait, on a pollué l'espace. Donc, dès le début, c'est tout petit, hein, Sputnik. Et puis, on envoie plusieurs centaines de kilos qui ne servent à rien. Et depuis, vous voyez que ça n'a pas cessé de croître. Alors, il y a la décomposition, hein, là, des différentes sources de débris qui sont tracées. Alors ça, ce sont les débris qui sont catalogués, qui sont suivis, c'est-à-dire des débris qui font plus de 10 cm. Donc imaginez quand même, c'est absolument, chaque fois que je le dis, je trouve ça prodigieux, on arrive à suivre tous les débris qui font plus de 10 cm individuellement et à savoir en permanence où ils sont. Et donc on sait les compter, on sait leur nombre et on voit que ça monte. Alors l'espèce de pic que vous avez là, le grand pic, c'est ce dont parlait tout à l'heure Antoine, hein. C'est notamment lié à ce qu'on appelle les tirs. Sébastien, pardon. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est les tirs
qui sont faits par des armées pour détruire des satellites dans l'espace. Alors, leurs propres satellites, pour montrer qu'ils ont la capacité de faire ça. Donc, les pays qui ont fait ça, ce sont les États-Unis, la Russie, la Chine, et puis, plus récemment, l'Inde, en 2019, qui a voulu montrer qu'elle savait aussi faire ça. Donc, évidemment, à chaque fois, là, le saut que vous avez là, c'est la catastrophe la plus forte de ce point de vue-là. C'était un tir chinois qui a fait drastiquement monter, vous voyez, la courbe. Vous voyez que cette courbe, malheureusement, elle n'arrête pas de monter. Donc, ça, c'est le nombre d'objets de plus de 10 cm. On peut voir aussi ça d'une autre manière avec la masse qui n'arrête pas de monter. Bon, c'est lié, évidemment. Donc, c'est l'autre graphique. Voilà, merci. Donc, la masse des débris qu'on arrive à suivre, qui, elle aussi, n'arrête pas de monter. Pour vous donner un ordre de grandeur, parce que bon, on n'imagine pas quand même trop ce que ça veut dire, les tonnes, 8000 tonnes, qu'est-ce que c'est, 10 000 tonnes, enfin, alors, 8000 tonnes, c'est le poids de la Tour Eiffel. Voilà. Donc là, on a dépassé ce seuil, Vous voyez qu'on s'approche des 12 000 tonnes. Donc, voilà, on approche sur 1,5 fois le poids de la Tour Eiffel pour les débris qu'on arrive à suivre, c'est-à-dire ceux qui font plus de 10 cm. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que c'est les débris qu'on arrive à suivre, et je vais venir un peu plus loin. Il y a ceux qu'on n'arrive pas à suivre, justement. Pour vous montrer aussi que le problème, il ne se pose pas de manière identique dans tout l'espace, c'est mon dernier graphique, c'est l'orbite terrestre basse, donc je vous ai dit entre 100 et 2000 km au-dessus de la Terre, et on voit que ça n'est pas uniformément distribué, donc ils ne sont pas bien répartis, les débris, ils sont sur certaines orbites particulières, notamment vous voyez qu'entre 400 et 800, c'est là où on a le plus, le nombre de débris est le plus important. Alors, tout ça, c'est une partie de l'image. Pourquoi je vous ai dit ça? Parce que je vous ai dit que ça, c'était les débris qui faisaient plus de 10 cm. Ceux qu'on ne sait pas arrêter, ceux qu'on est obligé de suivre individuellement, et on est obligé de déplacer les satellites ou de déplacer les stations spatiales si elles sont sur une trajectoire d'un de ces débris, parce que ça pourrait tout simplement tout détruire. Donc, au-dessus de 10 cm, ça détruit tout. C'est-à-dire qu'un débris de 10 cm pourrait détruire la station spatiale. Et là, on parle de 100 milliards de dollars, sans compter qu'on a des gens à l'intérieur. En dessous de 1 cm, il y en a des millions, mais en gros, les gens arrivent à se débrouiller avec les créateurs de satellites, etc., avec du blindage. Alors, ce n'est pas un blindage, c'est assez étonnant. Quand on regarde ça, ce n'est pas du blindage comme moi j'imaginais que c'était du titane, je voyais une chambre forte, quelque chose. Évidemment, non, ce n'est pas ça, parce que tout ce que vous envoyez dans l'espace, plus c'est lourd, plus c'est cher, etc. Et donc, ce n'est pas possible. Alors, ils ont inventé des systèmes de blindage avec des couches superposées qui fait comme une sorte de tamis qui fait exploser le débris. Donc, en dessous de 1 cm, en gros, c'est traité avec du blindage. Et puis, le gros problème, ce sont les débris entre 1 et 10 cm. Là, ils sont trop petits pour qu'on arrive à les suivre. Et donc, on n'en a qu'une connaissance probabiliste. Et ils sont trop gros pour résister au blindage. Et donc, là aussi, ils peuvent détruire un satellite, le faire dysfonctionner. Ils peuvent complètement détruire des installations. Donc voilà un peu, je dirais, le schéma général, sachant que là-dedans, il y a toute une série de problèmes. Alors vous pouvez vous dire, bon, mais pourquoi c'est gênant, un débris, etc. Un ordre de grandeur aussi pour vous aider, parce que peut-être vous êtes comme moi, ce n'est pas votre domaine. Un débris de 1
millimètres dans l'espace, avec les vitesses qui sont concernées, c'est équivalent à peu près à une boule de bowling qui serait lancée à 100 km/h. Un débris de 1 cm dans l'espace, c'est en gros une laguna à 130 km/h. Donc, vous imaginez bien que plus on a de débris, c'est-à-dire des choses qui ont été créées par l'humain, envoyées dans l'espace, qui sont en orbite et qui n'ont pas d'utilité. Voilà une définition assez standard du débris. Eh bien, on a un problème sur tout ce qu'on a envoyé dans l'espace. Alors, on a ce problème-là, ça peut détruire les choses, mais surtout qu'on pourrait arriver, si on continue à envoyer, à pas nettoyer, et qu'on continue à envoyer dans l'espace des satellites et à les laisser, ou à laisser des étages supérieurs de fusées, etc., on pourrait arriver à ce qu'un astrophysicien américain, Kessler, a imaginé, que vous connaissez peut-être si vous avez vu le film Gravity, c'est le fait que, eh bien, on arrive à un moment où physiquement, il n'est plus possible d'envoyer un satellite en se disant qu'il va rester parce qu'il y a trop de débris et il va être explosé par un débris parce qu'il va rentrer en collision avec un débris qui existe déjà et lui-même va faire des débris, etc. Bref, le syndrome de Kessler, c'est une réaction en chaîne qui fait que, eh bien, on ne peut plus accéder à certaines orbites et donc on ne peut plus envoyer de satellites, on ne peut plus s'en servir. Voilà. Tout ça, c'est un problème supplémentaire qui se rajoute par rapport à celui qui a déjà été évoqué précédemment, donc qui gêne les astronomes. C'est le fait de se dire, mais est-ce qu'on pourra continuer à utiliser l'espace? Combien de temps? Comment? Etc. Et du coup, ça, c'est un problème qui est actuel, mais qui est en grandissant. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Pourquoi? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, on a à peu près 10 000 satellites dans l'espace. Et on a des projets de méga constellations, comme par exemple Starlink, qui a pour objectif d'en envoyer à lui seul 42 000. Donc on a des changements d'ordre de grandeur qui sont absolument incroyables. Alors j'ai pris avec moi une anti-sèche pour vous expliquer un peu aussi les lancements, à quel point ça a changé et à quel point c'est maintenant que ça se passe. Hein. Parce que si vous regardez par exemple en 2000, des objets qui ont été envoyés dans l'espace, donc des satellites, hein, il y en avait 121. Si vous regardez en 2010, on était à 120. Vous regardez en 2022, on est à 2474. Donc on change vraiment de dimension, on est vraiment actuellement en train de changer de dimension pour ce niveau d'envoi. Et ça, évidemment, ça pose beaucoup de problèmes, au-delà même de la pollution lumineuse. Alors, on pourrait se dire, bon, il n'y a qu'à plus envoyer de satellites, quoi, hein, voilà, c'est tout, hein, voilà, on enlève. Alors, oui, évidemment, c'est une possibilité. Le problème, c'est tout ce que le spatial nous amène. Tout ce que le spatial nous amène, directement et indirectement. Le spatial en lui-même, c'est une filière qui, par exemple, en France, avec le CNES, la France est clairement bien positionnée sur le spatial dans le monde, c'est un pays de référence, c'est 33 000 personnes qui travaillent dans le domaine du spatial. Le spatial, c'est au niveau mondial à peu près 357 milliards d'euros. C'est-à-dire qu'en gros, c'est 6 fois le budget de l'éducation nationale.
Donc, et ça c'est juste ce qui est en direct, c'est après tout ce que ça nous amène en termes de transport, en termes de navigation, en termes de télémédecine, etc. Donc, aujourd'hui, en termes d'agriculture, vous avez, en termes de surveillance de la planète, vous avez peut-être vu que là, récemment, on a réussi avec les satellites Sentinelle à voir les fuites de méthane. Donc, la vérité, c'est qu'aujourd'hui, notre monde tel qu'on le connaît, le développement économique tel qu'on le connaît, dans toutes les phases du monde, dans tous les pays du monde, nous sommes complètement dépendants du spatial pour nos économies. Et donc voilà où est le problème. D'un côté, on en a besoin pour tous les jours, tout le monde, à tous les niveaux. Voilà, ça c'est la réalité. Et dans tous les pays. Et même dans les pays en développement, vous pouvez vous dire, bah oui, mais ils ont moins. Mais au contraire, parce que ça aide au développement pour l'agriculture, pour les télécommunications, etc. Des pays qui n'arrivaient pas à avoir des infrastructures routières, qui n'arrivaient pas à avoir la prévention des catastrophes, etc. etc. Je pourrais donner plein d'exemples là-dessus. Donc, on a besoin du spatial et en même temps, on voit que aujourd'hui, la façon dont on s'y prend, la façon dont on s'est engagé, c'est pas tenable. Et donc, évidemment, le point, c'est de se dire, bon, ben, il faut arriver à faire ce qu'on doit faire dans d'autres domaines, c'est-à-dire du spatial durable. Spatial durable, c'est-à-dire que comment faire pour que on utilise l'espace, on continue à se développer, on continue à améliorer la vie des gens, et en même temps qu'on préserve notre environnement, en même temps qu'on préserve les générations futures, parce que c'est, comme pour toutes les questions d'environnement, un problème mondial, un problème intergénérationnel. Donc on pourrait tout cramer, nous, et puis dire, tant pis pour les générations qui viennent derrière. Hein. Voilà, parce qu'après tout, moi, je ne verrai pas tout ça, le syndrome de Kessler, etc. Peut-être que je ne le verrai pas. Hein. Il y a de fortes chances que je ne le vois pas. Donc, on pourrait se dire ça. Voilà, comment pas rentrer là-dedans? Comment préserver tout ça? Et c'est là où, au-delà, je dirais, des disciplines naturelles pour ces domaines-là, y a les disciplines des sciences humaines et sociales, comme le droit, l'anthropologie, la sociologie, l'économie, moi je suis économiste, où on essaye de participer et d'aider à trouver des solutions là-dessus. Alors, dans mon laboratoire, ce qu'on a essayé de faire, et on est modeste, hein, parce qu'on est débutant, nous, dans la carrière, hein, on a commencé à travailler dessus en 2020, donc c'est assez récent. Hein. Mais voilà, ce qu'on essaie de faire, c'est de trouver, au fond, essayer de participer à la création de ce qu'on a vu avec d'autres progrès, hein, comme quand il y a eu les voitures, on a créé un code de la route, on crée un permis, etc. On n'a pas dit il faut enlever les voitures parce qu'il y a des gens qui sont écrasés, parce qu'il y a des piétons qui sont morts, parce qu'il y a des gens qui se sont tués en voiture. On n'a pas fait ça. Et là, il va falloir qu'on fasse pareil. On ne va pas se dire on va arrêter les satellites. Il va falloir qu'on se dise comment on va trouver des règles pour qu'au niveau mondial, on arrive à vivre en commun en protégeant au mieux tous les intérêts. Et en plus des intérêts dont je vous parle, des intérêts économiques, etc., mais aussi les intérêts des astronomes, des astrophysiciens, etc., parce qu'on a besoin d'eux aussi pour le développement de nos économies. Voilà un peu alors, ce qu'on a essayé de faire, je crois qu'il y a encore une minute, mais ce qu'on a essayé de faire, nous, en tant qu'économistes, c'est d'essayer de trouver des solutions pour financer le nettoyage spatial, parce qu'on pense que c'est inévitable. Il va nécessairement y avoir des gens qui vont mal se comporter, comme sur la route. Il va y avoir des gens qui vont envoyer n'importe quoi dans l'espace. Il va y avoir des gens qui envoient des trucs dans l'espace et puis qui vont faire faillite et qui vont laisser comme ça. Donc il va falloir qu'il y ait du nettoyage. Il va falloir, surtout avant qu'on arrive à faire que tout le monde
ait conscience de ça, donc de minimiser notre empreinte au niveau écologique, mais aussi au niveau spatial. Euh, donc, il va aussi falloir qu'on change peut-être nos mécanismes, nos processus de production. Et peut-être que ça va aussi impacter, je dirais, l'industrie spatiale, puisque par exemple, là, j'ai lu il y a quelques jours qu'en 2024, il allait y avoir la NASA avec le JAXA, l'équivalent japonais, qui veulent envoyer en 2024 un petit satellite. Alors c'est de la taille pour l'instant d'une tasse à café, mais en bois pour essayer de montrer si c'est faisable d'avoir des satellites qui ne sont pas en métal classique, etc. Et qui du coup il y aurait moins de pollution. En plus, il n'y aurait pas de problème d'antenne, puisque le bois permet d'avoir les ondes qui passent, etc. Donc voilà, il y a un peu, tout est sur la table, et je dirais que de mon point de vue, qui ne suis pas un spécialiste, j'ai l'impression qu'on a besoin que tout le monde se mette sur le pont, quelle que soit la discipline de départ, pour aider à résoudre ce problème qui va avoir des conséquences assez importantes si on n'y fait pas attention à tous les niveaux. Merci. Voilà, donc on prend note. Les économistes invitent les astronomes, astrophysiciens autour de la même table, si j'ai bien compris, et pour faire avancer les choses. Et pas que. On a besoin de sociologues, on a besoin d'anthropologues, on a besoin de juristes, évidemment. On a besoin de tous se poser des questions et d'arriver avec ce qu'on sait faire, ce qu'on peut apporter, créer de nouvelles institutions. Il va falloir créer des systèmes de taxation. Il va falloir changer aussi nos modes de production. Donc, il va falloir aussi changer la façon dont on éduque dans les écoles d'ingénieurs. Comment on conçoit les choses. Voilà, je pense qu'il y a vraiment du travail pour tout le monde, malheureusement. Voilà, alors je ne sais pas s'il y aura du travail pour le côté artistique, parce qu'on va refaire une petite pause pour voir comment a évolué le travail de Violaine. Alors, cette fois-ci, on a droit à la caricature de Marc. Ça va, tout va bien. Et on voit, alors il y a des déchets apparemment. Il y a quelques petites allusions à un certain Elon Musk à travers SpaceX, si on regarde bien. Donc ça avance. Donc on verra le résultat final avec Violaine, parce qu'il nous reste encore à voir la 3e session. Parce que finalement, là, nous avons parlé de ce qui se passe dans l'espace. Les satellites ont effectivement des panneaux solaires qui renvoient de la lumière, mais ce n'est pas forcément uniquement cette lumière-là qui nous pollue notre ciel nocturne, parce que sur Terre, on a appris à vivre avec de plus en plus de lumière. On a bien sûr la lumière classique qu'on connaît bien. On parle maintenant des LED, mais peut-être que ce n'est pas non plus une solution à 100%. Et puis, cette pollution lumineuse que connaît bien notre invité Jenny Source, qui, en tant que cosmologue, comme je l'ai dit, s'intéresse à la sauvegarde de notre ciel nocturne. Vous participez à de jolis événements qui s'appellent « Les nuits sont belles ». La nuit est belle, au singulier. Et justement, nous avons ici quelques affiches que vous allez nous expliquer, parce que la pollution lumineuse n'est pas seulement néfaste pour nos amis observateurs, astronomes, astrophysiciens, etc., observateurs du ciel, mais c'est aussi néfaste pour notre biodiversité et peut-être aussi pour notre santé. Donc il y a plein de choses à dire. On vous écoute, Jenny. Bien, merci. Bonsoir à tous, vous m'entendez ? Oui, d'accord. Donc tout d'abord, je tenais à vous présenter mes excuses pour le retard. C'était une panne de train dès le départ, donc on est parti avec 1 heure de retard, tant qu'il trouve un autre train. Mais on a fini par y arriver, et c'est pas pour ça qu'il ne faut pas prendre le train. C'est quand même mieux que l'avion ou la voiture. Donc effectivement, la pollution lumineuse, on l'a vu, c'est dans le ciel, mais il y a beaucoup de pollution lumineuse qu'on fait nous-mêmes sur Terre. En fait, vous vous en rendez certainement compte quand vous sortez le soir, en fait, vous voyez quasiment comme en plein jour, en fait, des fois, tellement il y a de lumière autour de vous. Et en fait, ça part d'un constat, c'est les astronautes dans la station spatiale qui s'en rendent compte, en fait, que d'année en année, en fait, c'est de plus en plus facile de dessiner de l'espace les continents, alors surtout les continents riches, grâce à la lumière la nuit. Parce qu'en fait, toute la lumière
qui est allumée, donc toutes les lumières qui sont allumées la nuit, eh ben, elles permettent de parfaitement dessiner les continents. Et donc, comme je vous l'ai dit, le gros problème, c'est que ça ne s'arrête pas et c'est même de pire en pire. Si vous prenez une carte d'il y a 10 ans, vous verrez qu'il y avait moins de lumière que maintenant, 10 ans après. Donc, on ne s'améliore pas du tout. Et du coup, pourquoi c'est un problème? Donc, on va le voir à travers 4 thèmes principaux et qui sont très joliment illustrés par le projet La Nuit est belle. Donc, on les verra au fur et à mesure. Mais avant de les aborder, je voulais un petit peu vous parler de ce projet La Nuit est belle. Donc, c'est un projet qui a été lancé en 2019 à l'initiative du Grand Genève. Et le but, en fait, c'est d'éteindre, ou on va dire de ne pas allumer, les lumières le temps d'une nuit et de profiter de la nuit sans lumière pour faire des animations dans un esprit festif. Donc, observer le ciel, jouer au jeu d'échecs à la lampe frontale, faire une randonnée nocturne, écouter les chouettes, etc. Tout ce qu'on peut profiter. Alors, ils ont commencé en 2019. Malheureusement, 2020, ils ont dû annuler, pour une raison que vous savez tous. 2021, il y a Lyon, enfin le contour de Lyon, parce qu'on n'a pas encore réussi à convaincre la métropole lyonnaise à proprement parler, mais toutes les communes autour de Lyon se sont jointes à l'événement pour éteindre aussi, enfin ne pas allumer leur lumière le temps d'une nuit. En 2022, il y a eu quelques communes du Jura en plus, et 2023, il y a quelques communes autour de la métropole lilloise qui se sont jointes à l'événement. Alors peut-être 2024, il y aura des communes ici qui voudront se joindre, Strasbourg, des communes autour. En tout cas, si vous êtes intéressés, s'il y a des politiciens, politiciennes dans la salle, je lance un appel, vous pouvez me contacter et on peut participer tous ensemble à cet événement. Donc l'idée, c'est vraiment de le faire tous ensemble, parce qu'au plus on est nombreux et au plus on le fait ensemble, on peut demander aux astronautes dans la station spatiale de faire des photos pour bien montrer quand on éteint la lumière et quand on l'éteint pas, les différences. Donc je reviens un petit peu sur les 4 thèmes. Donc pourquoi ne pas allumer? Donc là ici vous avez le thème numéro 1 qu'on a largement abordé ce soir. Donc c'est bien parce que ça pollue notre ciel nocturne. Donc pourquoi est-ce qu'on ne veut pas polluer le ciel nocturne? Juste pour le plaisir des yeux tout simplement. C'est quand même plus agréable de pouvoir voir des étoiles, pas qu'une seule mais plusieurs, voire de voir la Voie lactée. Donc notre galaxie, vous l'avez peut-être déjà observé, mais pour ça il faut souvent aller très très loin des villes. Et pourquoi aussi, donc comme l'a dit Sébastien, parce que ça empêche le travail des astronomes. Alors si je voulais prendre un exemple un petit peu provocateur, je dirais pourquoi on a besoin du travail des astronomes. Et il y a un dicton, alors je pense que c'est un dicton des astronomes, mais qui dit que si les dinosaures ils avaient pu compter des astronomes parmi eux, ils seraient peut-être encore là aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si vous savez pourquoi je dis ça. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que oui, c'est ça exactement. Il y a donc a priori une grosse météorite, donc un gros astéroïde qui est tombé sur Terre et qui a participé grandement à l'extinction des dinosaures. Donc s'ils l'avaient vu venir, peut-être qu'ils auraient pu faire quelque chose, comme vous avez peut-être entendu parler de la mission DART de la NASA, qui a tenté de dévier, et avec succès d'ailleurs, une petite météorite. Donc voilà, donc il faut s'y préparer. Sauf que si on ne voit pas le ciel et qu'on ne peut pas l'observer, on ne va pas le voir venir. Donc voilà, c'est un exemple provocateur, mais c'était pour vous illustrer ça. Alors le deuxième thème que l'on voit derrière, du coup, très joliment illustré encore, moi je trouve ces dessins très très bien faits. Donc c'était la protection de la faune et de la flore. Alors pourquoi, encore une fois, est-ce que on a besoin d'avoir ce cycle jour-nuit pour les plantes d'abord? Ceux qui se rappellent de leur cours de biologie. C'est ça exactement, la photosynthèse. Donc il ne se passe pas la même chose le jour et la nuit pour les plantes. Donc si elles n'ont pas un cycle régulier, elles ne peuvent pas vivre normalement. Et donc du coup, elles ne peuvent pas faire leur photosynthèse, et aussi pour tout ce qui est la chute des feuilles, parce qu'elles ont besoin d'avoir aussi ce cycle. Et pour la faune, à quoi vous pensez? Qu'est-ce que vous pensez qu'il y aurait besoin de aussi ce cycle jour-nuit? Oui? Exactement, les animaux, ils ont un cycle circadien aussi, tout à fait. Et donc, par exemple, les oiseaux qui sont perturbés souvent quand on met la lumière la nuit, ce sont les animaux nocturnes. Je parlais des chouettes, par exemple, ou des hiboux. Eh bien, si on les embête la nuit, on les empêche d'aller chasser, donc de se nourrir, mais aussi on les empêche de se reproduire,
puisque c'est la nuit qu'ils vivent, et donc s'il n'y a pas de nuit, ils ne peuvent pas le faire. Il y a aussi, dans un règne un tout petit peu plus petit aussi, qui peut être impacté par le fait qu'on mette de la lumière la nuit. Effectivement, tout ce qui est les insectes, en fait. Parce que c'est pareil, vous l'avez tous vu, hein, ça, vous allumez la lumière en plein été, qu'est-ce qui se passe le soir? Ben, y a les moustiques, oui. Mais qu'est-ce qu'ils font justement tous ces insectes? Ils viennent voir quoi en fait? Oui, en fait, eux, tout ce qui est lumineux, ça les attire. Exactement. Tout à fait. Ben, pour eux, ils essayent de s'orienter. Et puis, donc, du coup, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils tournent autour des lumières, vous le voyez. Et du coup, ben, ils peuvent mourir parce que ben, ils se brûlent, souvent. Ou ben, ils tournent jusqu'à s'en épuiser parce qu'en fait, ils ne comprennent pas où ils sont, qu'est-ce qui se passe. Ils oublient du coup de se nourrir. Ils oublient aussi, encore une fois, de se reproduire. Et puis, du coup, ils ne pollinisent pas. C'est aussi un problème. Le thème numéro 3, à votre avis, ça va apparaître. Du coup, toute cette lumière, c'est de l'énergie. Donc, gaspillage d'énergie, hein, énorme. Et puis les coûts, forcément. Vous savez à peu près pour une commune, combien de pourcentage de la facture d'électricité ça représente, la lumière la nuit? Ah, c'est pas évident. C'est 37% de la facture d'électricité de votre commune. Donc si vous convainquez d'éteindre la lumière la nuit, vous pouvez faire plein d'autres choses avec. Et ben pour référence, si par exemple vous-même chez vous, vous laissez 3 ampoules de 75 watts allumées pendant toute une nuit, c'est comme si vous avez fait tourner une machine à laver. Donc ça consomme quand même beaucoup. Et le dernier thème. Alors, à votre avis, c'est... Jean-Yves l'avait annoncé, la santé humaine. Alors ça, c'est directement, parce que tout ce qu'on a vu avant, alors pourquoi je dis directement? Parce que tout ce qu'on a vu avant, en fait, ça impacte déjà indirectement l'homme, en fait, et sa santé. Pourquoi? Le premier, si vous vous rappeliez, bon, j'avais fait l'exemple provocateur des astéroïdes, mais je ne vous fais pas un dessin de ce qui arrive si jamais il vient sur Terre. Le deuxième, c'était la faune et la flore, donc si on n'a pas de pollinisation, etc., on a un problème aussi. Le gaspillage d'énergie, sans rentrer dans les détails du changement climatique, c'est un problème aussi. Alors, on ne va pas rentrer dans tous les détails, mais si jamais vous avez l'occasion de faire la fresque du climat, pour ceux qui ont envie, je vous conseille vraiment de la faire. Ça permet vraiment de se rendre compte de tous les impacts de l'homme sur le changement climatique. Et ce n'est pas juste 1%, hein, c'est 100% qui est dû à l'homme. Et donc, je reviens. Donc, pourquoi directement? Même si tout le reste est déjà indirectement dangereux pour l'homme. À votre avis, qu'est-ce qui peut se passer pour nous si on a de la lumière en permanence? Épique Époque, regard croisé et illustré pour mieux comprendre les défis de notre temps, des conférences proposées par le Jardin des Sciences en partenariat avec RCF Alsace. Exactement, on a aussi un rythme circadien. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Si on n'a pas de lumière, on n'a pas la mélatonine, qui est donc l'hormone du sommeil, donc du coup, on peut moins dormir. Mais cette hormone, elle est aussi liée à d'autres choses, par exemple, notre système immunitaire. Il a besoin de ça pour aussi pouvoir se défendre. Exactement, le système hormonal aussi, c'est tout à fait vrai. Donc du coup, vous voyez que ça fait beaucoup de raisons pour éteindre les lumières. Et on peut le faire. On peut le faire parce que souvent, j'entends des gens me dire « non, on ne va pas éteindre parce que c'est dangereux la nuit d'éteindre. Après, on ne voit rien, il y a la sécurité, etc. » Alors, c'est faux. Il y a des études qui montrent que si vous éteignez la lumière, par exemple, les conducteurs de voitures, ils sont comme vous, hein, ils ne voient pas, donc ils vont rouler moins vite. Du coup, c'est moins dangereux parce qu'un accident à 20 km/h, c'est pas pareil qu'un accident à 60-70 km/h. En termes de sécurité autre, par exemple cambriolage, c'est pareil. Le cambrioleur aussi, il a besoin de la lumière pour faire ses méfaits. Et du coup, si vous voyez une petite loupiote qui se balade dans le noir, potentiellement, c'est qu'il y a le cambrioleur, donc il va se faire repérer. Donc c'est moins facile de cambrioler. D'ailleurs, les cambriolages, ils ont plus souvent lieu le jour, hein, pas la nuit.
Donc voilà, tout plein de raisons pour dire que en fait, on peut éteindre, il n'y a pas de problème. On peut aussi le faire de manière intelligente et faire un choix d'éclairage aussi plus intelligent. Est-ce que vous avez des idées en fait de choix d'éclairage plus intelligent que ce qu'on fait actuellement? Oui? Exactement. Il commence à y avoir dans certaines communes des détecteurs en fait. Donc ça s'allume que quand il y a une voiture qui passe ou une personne à pied qui passe. Donc ça permet de ne pas allumer en permanence. D'autres idées? Alors là, c'est plus récent. Effectivement, on essaie de s'inspirer de la nature pour voir comment on pourrait faire de la lumière autrement qu'avec de l'énergie, on va dire, fossile ou qui en tout cas pollue. Oui. Ok, on peut avoir le point de vue économique. Je laisserai l'économiste répondre. J'avais vu une autre main, non? Oui. Les panneaux solaires, oui. Donc c'est une manière effectivement de réduire la facture. Alors si je reviens à ce que j'ai dit au tout début, il y avait l'histoire que les astronautes dans la station spatiale, ils voient la lumière qu'on allume sur Terre. Ça veut dire quoi en fait? Oui. Très bien, c'est ça, effectivement. C'est au lieu de faire partir toute cette lumière vers le ciel, parce qu'on s'en fiche d'éclairer le ciel, c'est parce qu'on veut, nous, on veut voir en bas, eh bien on met effectivement des chapeaux sur les lampadaires pour les éclairer en bas. Déjà, c'est une bonne rediriger en fait l'éclairage. Détecteur de mouvement, on l'a dit. Il y a aussi bien le choix des ampoules, effectivement. Hein, Jean-Yves l'avait dit au départ, on n'est pas obligé de prendre des ampoules incandescentes, on peut prendre des ampoules à LED. Et on peut aussi choisir une autre couleur. C'est vrai que le jaune, c'est assez nuisible pour beaucoup d'espèces, mais si par exemple on prenait du rouge à la place, ça peut être un peu moins nuisible. Et puis on n'est pas obligé de le faire toute la nuit. Il y a des communes qui le font par exemple de minuit à 5 heures du matin. Donc déjà, ça réduit beaucoup ce qu'on allume. Et puis il n'y a pas beaucoup besoin de lumière entre minuit et 5 heures du matin. La plupart des gens, alors pas tout le monde, mais la plupart des gens dorment. Donc voilà, pour conclure, je pense qu'on peut tous commencer à agir aussi un peu individuellement, parce que là j'ai parlé de la lumière des villes, mais il y a aussi nous-mêmes, chez nous. On peut penser à éteindre les lumières quand on place d'une pièce à l'autre, changer ses ampoules pour prendre des ampoules à économie d'énergie. Pareil, il y a énormément de bureaux où on travaille la journée qui restent allumés la nuit, donc pensez à éteindre en rentrant chez vous le soir. Voilà, autant de petits gestes, mais qui permettent de réduire cette pollution lumineuse et tous les effets négatifs qu'on a vus avec. Et sur ce, je rends la parole à Jean-Yves. Merci Jenny. Moi j'ai entendu que vous parliez de fresques. Donc on va revoir Violaine, mais Violaine va peut-être nous rejoindre aussi pour expliquer un petit peu sa vision des choses. Donc elle nous a continué ses dessins. On va la laisser faire encore quelques petits tracés. Donc on voit les interventions de Jenny. On reconnaît une chauve-souris. Hein, si je regarde bien. On n'en a pas parlé tout à l'heure, mais il y a une chauve-souris. Alors, Violaine, si tu es prête à nous rejoindre ou à prendre un micro pour nous donner ta vision des choses, parce que c'est une belle fresque aussi. Pour La nuit est belle, ce serait intéressant, n'est-ce pas? Voilà, donc Violaine, hein, qui nous suit depuis la toute première édition d'Epic Époque. Merci en tout cas pour ton travail déjà. Et la micro. Donc explique-nous comment tu as vu ces différentes interventions et pourquoi certaines interprétations, dessins. Peut-être qu'on peut montrer la première planche avec la première intervention. Alors moi, mon travail, c'est d'essayer de prendre des notes visuelles, d'essayer de rendre tout ça le plus visuel possible, tout en ne pouvant pas non plus tout prendre en note, mais je fais au mieux, parce que il y a des choses très intéressantes et très denses qui se racontent. Alors, en tout cas, j'ai essayé de représenter pour la première intervention
tout ce qui nuisait à la vue du ciel. C'était assez intéressant, surtout de voir. En fait, c'était très graphique, c'était très pratique pour moi, de voir les différentes traits de clignotement. Enfin, on a droit à tout, c'est très joli, mais c'est vrai que c'est un sacré bazar, le ciel. J'imagine, pour les gens qui ont besoin de l'observer. Et j'ai aussi vécu moi, je suis assez traumatisée des satellites d'Elon Musk, parce que j'étais dans les Pyrénées, très très haut, très 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 haut dans les Pyrénées, une nuit en bivouac. Et je les ai vus pour la première fois de ma vie et ça m'a terrorisée. Le train de satellites c'est quand même très particulier à observer. Alors, j'ai pas eu le temps, mais je le compléterai pour que vous puissiez aussi le retrouver plus tard sur Internet. Mais il y avait toutes ces questions autour du laser et de la perturbation des ondes radio que j'ai commencé à esquisser et que voilà, j'essaierai de plus développer un petit peu pour que je trouvais ça assez intéressant. Et alors, le point de vue économique, ça donne quoi ? Alors là, on a beaucoup parlé débris et déchets. Donc il y avait pas mal de chiffres que j'ai trouvé assez parlants, notamment la question de un débris de 1 cm équivaut à une voiture à 130 km/h. Bon, il est plus haut, il est caché en haut là. Que je trouve qu'ils sont bien, même pour communiquer auprès des gens qui comprennent pas trop les enjeux. Je trouve que on se dit c'est pas grave, c'est pas grand chose finalement, il y a pas grand chose, c'est pas très inquiétant, et en fait voilà, même 10 cm c'est pas très gros et ça peut détruire la station internationale. Enfin, ça me paraît complètement dingue. Voilà. Et voilà, et les chiffres aussi sur le nombre de lancements un peu exponentiels. Voilà. Et donc après, j'ai essayé quand même de montrer un peu les solutions. J'ai bien aimé aussi le fait de parler qu'il fallait réunir un peu tout le monde, tous les acteurs, et que ça va être une sacrée mission, je l'imagine. Et maintenant, la prochaine affiche de La Nuit est belle. Non, c'est pas ça. Alors là, j'avoue, j'ai eu moins le temps de tout noter. Donc c'est pareil, je compléterai dans un second temps. Mais en tout cas, j'ai commencé par noter pourquoi il fallait que le ciel en tout cas que la planète soit moins éclairée. J'ai bien aimé cette phrase parce que c'est joli, parce que c'est beau. C'est vrai que voilà, c'est bien aussi de se rappeler qu'on a un attachement historique à la nuit. Enfin, moi, en tant qu'illustratrice, il y a énormément de contes et d'histoires autour de la nuit, autour du passage de la nuit au jour, et c'est vrai que le perdre est, d'un point de vue personnel, est un peu triste, même en termes d'image. Voilà, et donc j'ai essayé de rappeler, de noter un peu toutes ces grandes raisons. Voilà, principalement. Et voilà, parce que voilà. Voilà, merci Violaine. On peut encore la remercier de son travail, qui est un travail en direct. Il n'y a pas de parapet. Et on espère que ça va bien se finaliser. Et vous avez peut-être remarqué que quand on ouvre une nouvelle session de Pic Époque, on met les illustrations de la fois précédente et on met ça aussi sur notre site internet. Donc suivez-nous, vous aurez tout le rendu final. Merci Violaine. Avant de laisser la parole au public pour quelques sessions de questions, j'ai envie à chacun de nos intervenants de demander que pour chacun d'entre eux, on a entendu, c'est Violaine qui m'a inspiré un petit peu cette question. Violaine nous a dit, moi je suis allé dans les Pyrénées, j'ai vu le train de satellite d'Elon Musk, ça m'a beaucoup marqué. Moi, j'aimerais savoir, chacun d'entre vous, quel est un instant face au ciel, peut-être le moins pollué possible, qui vous a le plus marqué, ou peut-être quel serait votre plus grand rêve face à un ciel. Qui commence? L'astronome? Ouais, je me lance.
J'abonde tout à fait dans le sens des satellites Starlink. Donc Starlink, je rappelle, hein, ça a été dit par Marc, c'est le projet de méga constellation, 42 000 satellites à terme. Juste pour celui-là, Amazon veut faire la même chose, les Chinois veulent faire la même chose. On parle de 200 000 satellites potentiels d'ici 10 ans dans le ciel. Il y en avait 2000 actifs il y a 5 ans. Il y en avait 4000 lancés depuis le début de l'espace. Donc on est en train de changer complètement d'échelle. Et je les ai vus, le premier train Starlink que j'ai vu, j'étais à Strasbourg, à ma fenêtre, et j'ai vu passer 1 point lumineux, 2 points lumineux, 3 points lumineux. Et il passe comme ça toutes les 20 secondes, il y en a un nouveau qui apparaît de l'horizon et on se dit qu'est-ce que c'est que ça. Et le lendemain, l'observatoire, on reçoit des emails de gens qui disent est-ce que c'est les Russes qui nous attaquent, il y a des lumières bizarres dans le ciel. Voilà. Mais moi, ce qui m'a le plus marqué personnellement, j'ai eu la chance d'aller au Chili et j'étais à Santiago pendant plusieurs jours et je voulais voir les nuages de Magellan, de petites galaxies satellites de la Voie lactée. Et dans Santiago, il y a de la lumière, il y a l'éclairage urbain, on ne voit pas la Voie lactée, on ne voit pas les nuages de Magellan. Et donc pendant une semaine, j'étais dans Santiago et impossible de voir les nuages de Magellan. Et j'ai eu la chance d'aller plus loin, une centaine de kilomètres à la campagne. Et j'attends qu'il fasse nuit. Je sors le soir, je fais ils sont où ces nuages ? Et là, j'ai pas pu parler parce que il y avait la Voie lactée comme je n'avais jamais vu et les 2 nuages de Magellan qui crevaient les yeux. Et là, j'étais juste scotché. Je m'attendais pas à ce que ça soit aussi grand, aussi visible. Et me dire ah ouais, quand il n'y a plus de lumière, quand il n'y a plus de pollution, c'est ça qu'il y a dans le ciel. Même en étant astronome, en les ayant vus sur mon écran d'ordinateur, les connaissant par cœur, les voir en vrai, ça fait un choc. Ça fait vraiment un choc. Donc, et je pense que les gens qui n'ont jamais vu, qui ont toujours été en ville, les enfants, ils vont à la montagne, loin des villes. Ils regardent le ciel ou ils vont, s'ils ont la chance, je sais pas, au Maroc, dans un désert, dans le Sahara. Et la nuit, le ciel est... On devrait avoir ce ciel-là partout. Il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas ce ciel-là partout. Mais le voir de ses yeux, je pense qu'il y a un effet waouh qui est pas remplaçable par un documentaire qu'on va voir sur un écran. Et un économiste, ça contemple le ciel ? Alors non, c'est pas. Moi, c'était un souvenir d'enfance, mais c'est pareil. Hein, moi, je suis originaire de Nice et à Nice, il y a la chance d'avoir une association qui s'appelle l'Astrorama et qui travaille avec l'Observatoire de Nice et des astronomes amateurs. Donc, je pense que les amateurs sont très importants dans ce domaine-là et ils organisent régulièrement justement dans les hauteurs de l'arrière-pays niçois des séances où justement on peut se dégager de la pollution lumineuse de Nice et Dieu sait qu'il y en a et voir le ciel. Et c'est vrai que c'est magnifique, quoi. C'est magnifique d'écouter des spécialistes parler du ciel et de comprendre. Donc voilà, merci. Voilà, alors la nuit est belle, on a la réponse presque. Mais je crois que la salle veut prendre la parole. Alors on va peut-être prendre questions, interventions dans la salle. Qui se lance ? Il y a un micro qui peut circuler. Si certains d'entre vous ont une question à poser, une intervention à faire. Bon, il y en a qui étaient déjà bien bavards. Ah bah justement. Attendez le micro parce que je vous rappelle, on est avec RCF comme radio partenaire et c'est enregistré pour faire un podcast notre soirée. Okay. Voilà, vous écoute. J'aimerais avoir un peu peut-être l'impact aussi pour les éruptions solaires au niveau pour les déchets spatiaux. L'impact des éruptions sur les déchets spatiaux, oui. Alors, Marc a dit qu'il y a beaucoup de déchets spatiaux. Ce qu'on voyait sur sa courbe du nombre de déchets en fonction du temps, c'est que des fois, ça redescend un peu. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. En fait, les déchets, selon l'altitude à laquelle ils sont, l'atmosphère ne s'arrête pas de manière abrupte à 100 km. Il y a toujours, même la Station spatiale internationale, où était Thomas Pesquet, qui évolue à peu près à 400 km d'altitude. C'est entre 350 km et 450, enfin à la louche. Si on ne fait rien, elle redescend parce qu'il y a un tout petit peu de gaz qui traîne et ça la freine.
et si elle freine, elle perd de l'altitude. Donc régulièrement, il faut remettre un petit coup de booster pour la faire remonter un peu en altitude. Les déchets spatiaux, eux, ils ne sont pas manœuvrés. Donc naturellement, les déchets spatiaux, plus ils sont bas, plus ils vont être freinés rapidement et ils vont finir par retomber sur Terre. Et ils brûlent en se désintégrant s'ils ne sont pas trop gros. Donc quand il y a de l'activité solaire, quand il y a un vent solaire, ça peut changer l'atmosphère. L'atmosphère, ce n'est pas un corps rigide, donc ça peut pousser l'atmosphère d'un côté, et quand les débris les débris spatiaux vont passer de ce côté-là, ils vont être un peu plus freinés. C'est aussi pour ça que c'est très difficile de prévoir où va retomber un corps de fusée, un étage spatial qui a servi à lancer un satellite, qui est devenu un débris spatial. Il y en a qui sont en orbite très basse, ils vont être à 120 km, 150 km d'altitude. Ils sont pas mal freinés par le peu d'atmosphère qui reste. Et on sait qu'ils vont tomber d'ici 1 an, 3 ans, 6 mois. Et plus ça se rapproche, plus on essaye de prédire quand ils vont retomber. Mais c'est une science qui est très difficile parce que ça dépend de la réponse de l'atmosphère dans les dernières heures, qui peut elle-même dépendre de s'il y a une activité solaire qui, au-delà de faire des aurores boréales près des pôles qui sont très jolies, va modifier la forme de la haute atmosphère et son freinage des débris les plus bas. Le gros problème, c'est tous les débris qui sont très hauts, à 2000 km, là, il n'y a quasiment plus rien pour les freiner. Et du coup, ce n'est pas quelques jours ou quelques années qui vont rester, c'est quelques siècles avant d'être suffisamment freinés pour retomber. Donc là, on a pollution à très long terme. On a une question. Juste pour ajouter un point et pour vous donner une idée, un débris qui est à 1000 km, il va rester 1000 ans. Voilà. Avant qu'il descende et qu'il se crame dans l'atmosphère, ce que je viens de dire. Donc voilà, c'est 1000 km, c'est 1000 ans. Voilà. Question suivante. Je n'arrive pas à me détacher de l'idée que c'est comme pour le réchauffement climatique, il y a des scientifiques qui savent, qui expliquent, qui démontrent, et à côté, on continue comme si de rien n'était. Qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'on arrête cette course et lancer des satellites? Est-ce qu'il faut un jour qu'une Laguna se prenne effectivement la station spatiale, et j'espère que ce jour-là, Thomas Pesquet ne sera pas dedans, pour qu'on se dise, stop, on est allé trop loin? Qui répond? Alors, j'ai évidemment pas la réponse, mais je veux bien commencer une réponse. Alors, déjà, il y a beaucoup de pays, à peu près 195 pays dans le monde, avec des intérêts divergents. On le voit bien à tous les niveaux. C'est un problème qui est mondial et intergénérationnel. Donc, honnêtement, en termes de taille de problème, je vois difficilement comment on peut faire plus compliqué. Donc, c'est déjà... Voilà. Alors, moi, j'avoue que j'étais un peu, au départ, enthousiaste. Je me disais... Mais finalement, là, quand on parle du climat, etc., de l'environnement, ce que vous avez dit, on parle de tous les pays. Là, finalement, les puissances spatiales, c'est-à-dire celles qui sont capables d'envoyer des trucs dans l'espace de façon autonome, c'est à peu près 11 pays. Donc je me disais, tout va bien. C'est plus facile de s'entendre à 11 qu'à 195. On doit pouvoir trouver plus rapidement les solutions. Le problème, c'est que ceux qui bloquent au niveau de l'environnement, on les retrouve aussi dans les 11 puissances spatiales. Essentiellement, États-Unis, Chine, Russie. Donc, voilà. Alors, c'est compliqué. Je veux dire, l'arbitrage que vous avez entendu entre la fin du monde et la fin du mois, il se retrouve aussi à ce niveau-là. Il y a des gens qui disent nous on a besoin de produire, on a besoin de consommer, on a besoin de voilà, et de l'autre côté des gens qui disent oui mais il faut regarder à long terme, il faut regarder comment voilà. Donc c'est pas des gens forcément qui contestent le discours scientifique. Il y a des gens mais en même temps ils disent on a aussi d'autres problèmes à régler et voilà. Donc comment on arrive à faire ça? C'est tout le problème des transitions. Qui doivent être justes, durables. Et voilà, moi, j'ai pas de solution. J'essaye de modestement, avec mes collègues au
au CREZ à Besançon de proposer des solutions, on essaie de proposer des esquisses, mais franchement, je n'ai pas la solution. Question par ici. Je peux peut-être rajouter juste un petit point là-dessus, c'est que qui régule l'espace au niveau international. Alors l'Union astronomique internationale, qui défend les intérêts des astronomes, a des accords avec les compagnies de télécom, par exemple, pour ne pas émettre d'émissions radio aux fréquences où on observe l'hydrogène dans l'univers. On arrive à tenir ça. On se bagarre régulièrement, mais on arrive à tenir des fenêtres radio qui sont réservées à l'observation de l'espace par les astronomes. Maintenant, qui a le droit d'exploiter l'espace ? Il y a une agence des Nations Unies qui s'appelle, je ne sais plus le nom en français, mais l'agence des Nations Unies pour un usage non commercial de l'espace, qui va dire vous n'avez pas le droit de dire des terrains sur la Lune m'appartiennent, ou je vais faire tomber un astéroïde plein de titane sur Terre pour faire l'exploitation minière, et tant pis si ça détruit une région lors de la chute. On n'a pas le droit, en théorie. Mais personne n'a le droit d'interdire à Elon Musk d'envoyer 42 000 satellites. Ou si on prend des règles internationales, actuellement, s'il dit je le fais quand même, il le fait quand même. Alors, je suis un peu moins affirmatif quand il dit que personne n'a le droit, parce que en fait, Elon Musk, il est obligé de demander des autorisations. Et typiquement, il demande des autorisations au gouvernement américain. Donc, si les instances de régulation disaient à Elon Musk, non, 42 000, c'est non, il ne pourrait pas les envoyer. Alors, ce qui se passe, malheureusement, et on voit bien avec la baisse des coûts des lanceurs, avec l'argent qu'il a, etc., c'est qu'il pourrait très bien aller dans un autre pays et l'envoyer depuis un autre pays. Et on retrouve un peu, je dirais, les problèmes qu'on a en matière d'évasion fiscale, etc., avec des gens qui risquent de choisir le pays où ils font les lancements parce que ces pays-là sont les moins exigeants en matière de législation, en matière de contraintes environnementales, etc. Voilà. Mais moi, je crois quand même qu'à un moment, il y a une solution qui va passer par les États, par une régulation, peut-être d'abord locale, régionale, avant de devenir mondiale, mais de toute façon, il va falloir régler le problème. Monsieur. Oui, vous m'avez un peu coupé l'herbe sous le pied, puisque c'était justement ma question sur la régulation. Qui régule? Comment ça se passe? Qu'est-ce qu'on peut avoir n'importe quel projet, envoyer n'importe quoi dans l'espace, etc. Donc là, vous y avez déjà un peu répondu, mais du coup, je rebondis un peu sur ce que vous dites. Est-ce que ce n'est pas justement aussi la croissance à tout prix et les modèles dans lesquels on vit qui génèrent ça, au même titre qu'on a eu la naissance de l'aviation à une certaine époque et qu'on voit ce que c'est devenu aujourd'hui? C'est quasiment 100% commercial, plein de gens voyagent pour du tourisme, pour du business, mais en gros, le moteur, c'est avoir une rentabilité de l'aviation, même si la DGAC contrôle très bien le ciel, etc. en France et d'autres structures ailleurs. Donc voilà, est-ce qu'il ne faut pas se poser des questions avant de commencer les choses, plutôt qu'après, une fois que c'est abîmé, quoi? Bon, c'est pas une vraie question, mais bon. Alors pourquoi ils le font? C'est quoi le but de ces méga constellations? C'est d'avoir un accès Internet n'importe où sur Terre, dans votre poche. C'est-à-dire, vous pouvez être au milieu du désert, dans des endroits où il n'y a pas du tout de pollution lumineuse, mais vous aurez de l'Internet haut débit, parce qu'il y a toujours des satellites qui communiquent avec vous au-dessus pour vous donner accès au site d'achat en ligne. Est-ce qu'on a vraiment besoin de ça toujours et partout? S'ils lancent ces constellations, ça coûte très cher, c'est qu'ils espèrent un retour sur investissement parce qu'il y aura des clients. S'il n'y a pas de clients qui achètent l'abonnement Starlink, il n'y a pas de constellation Starlink. Donc les citoyens, les clients ont un poids. S'ils n'achètent pas, s'ils disent jamais je prendrai un abonnement Starlink, on ne lance pas les satellites Starlink. Donc on a chacun individuellement une petite responsabilité là-dessus. Génie. Oui, je veux juste rajouter une phrase par rapport à ce que vous disiez. Effectivement, on a un gros problème avec cette croissance qu'on veut tout le temps, toujours plus, parce que tout simplement, la Terre, elle est finie. Donc, vouloir toujours plus, c'est bien, mais il y a un moment où il va falloir se rendre compte qu'on est sur une Terre qui est finie et on ne peut pas avoir toujours plus. Alors, comment on fait ? Je n'ai pas la solution, mais je ne suis pas économiste, donc je ne sais pas comment on renverse l'économie pour faire autrement.
Mais en tout cas, oui, c'est un problème. Il faut qu'on se rende tous compte que la Terre est finie et qu'on ne peut pas toujours vouloir croître. Ça, c'est pas possible. Nous avons une question tout en haut. Alors j'avais en fait une petite question. Vous avez justement parlé comme quoi il y a justement des nouvelles techniques pour pouvoir, on va dire, remplacer les télescopes, on va dire, de métaux et autres. Mais est-ce qu'il y aurait un moyen pour justement, on va dire, se débarrasser de tous les télescopes et pas télescopes, satellites, pardon, tous les satellites qui sont inactifs ou en panne ou quoi que ce soit. Est-ce que, par exemple, faire un peu comme les militaires, même si c'est un peu contre-productif, mais est-ce que faire comme les militaires qui détruisent eux-mêmes leurs satellites et faire des débris plus petits de 1 cm qui devraient techniquement aider, ou est-ce qu'il y aurait une autre manière ou quoi que ce soit ? Alors, pour moi, c'est une très bonne question. Alors, je vais vous dire pourquoi je pense que c'est une très bonne question, parce que ça fait partie de la solution, à mon avis. D'abord, il faudra peut-être moins envoyer, que ça soit mieux fait, etc. Se poser ces questions sur pourquoi on envoie, est-ce qu'on a assez besoin, est-ce que tout le monde a assez besoin, etc. Et ça nous concerne tous, je suis d'accord. Et puis, à mon avis, il y aura forcément un problème de nettoyage spatial, c'est-à-dire des débris qu'il va falloir. Et la bonne nouvelle, on est dans un monde fantastique avec des gens extraordinairement intelligents qui sont en train actuellement d'inventer plein de techniques. Alors, pour l'instant, ça n'a jamais été fait, mais on est vraiment dans l'ère qui commence maintenant, où il va y avoir ça. Et ils ont inventé plein de techniques, mais des trucs, je vous invite à regarder, parce que c'est vraiment fantastique. Il y a des gens qui réfléchissent avec des harpons, avec des lassos magnétiques, avec des trucs à colle. Enfin, c'est prodigieux, l'intelligence humaine, de voir tout ce qui est envisagé. Alors moi, je voulais vous le dire à la fin, mais je vous conseille vraiment, pour tout le monde, un livre par lequel moi je suis rentré sur cette question-là. C'est un livre de Christophe Bonal sur la pollution spatiale, l'état d'urgence. Il travaille au CNES. Et c'est là-dedans où moi j'ai compris où était le problème et où il propose, alors maintenant il est un peu vieux, il date de 2017, mais ça va très vite dans ce domaine. Mais voilà, il y a des solutions qui sont en train d'être testées, et notamment les Suisses vont envoyer un satellite pour faire la première récupération de débris. Mais donc, c'est des choses que, normalement, j'espère, on va tous voir prochainement, et ça va commencer. Voilà. Je veux juste dire attention avec le technosolutionnisme. Je suis assez prudent personnellement là-dessus. C'est comme les gens qui disent « Ah, mais peu importe s'il y a des bouteilles en plastique dans la rivière qui vont finir dans l'océan, on va nettoyer l'océan après. » C'est la même chose, c'est encore pire au niveau spatial, parce que fabriquer une grosse épuisette qui va ramasser les déchets spatiaux, aux vitesses où se déplacent les déchets, votre déchet il risque d'exploser votre épuisette, et au final vous avez, au lieu d'avoir une épuisette et un déchet, vous avez 100 nouveaux déchets qui sont les morceaux de l'épuisette. Donc il faut faire très attention à comment on le fait, vraiment très attention. Les gens ont prévu depuis longtemps, il y a plein de satellites qui sont déorbités, c'est-à-dire avant la fin de la vie du satellite, on utilise un peu du carburant qu'on a gardé pour pousser le satellite vers le bas et le faire tomber au milieu du Pacifique. C'est la meilleure solution. Ça fait un déchet en moins, on contrôle la rentrée. Ça pollue un peu le Pacifique, mais c'est moins pire que de le voir se faire incontrôlable parce qu'il n'a plus de carburant, exploser par un autre débris et fabriquer des milliers de nouveaux débris. Ce qui est le risque si on laisse les choses de manière incontrôlée en orbite, c'est les satellites actifs qui doivent éviter les débris. Et ça réduit leur durée de vie, parce qu'à chaque fois qu'ils évitent un débris, ils doivent utiliser du carburant pour déplacer leur orbite. Donc ça ne plaît pas à ceux qui gèrent les satellites. Donc il y a des opérateurs de satellites qui disent on prévoit qu'il y a 2 satellites qui vont se rentrer dedans demain, qui est-ce qui bouge ? Non, mais moi je bouge pas, c'est à l'autre de bouger. Okay. Donc l'autre il brûle du carburant pour l'éviter. On a déjà vu ce genre de situation arriver. Donc déorbiter les gros débris avant leur fin de vie, parce que si on attend qu'ils tombent en panne, on ne peut plus le contrôler. Et ça devient un déchet incontrôlé et incontrôlable. Génie. En fait, je voulais juste donner l'exemple, effectivement, pourquoi c'est pas si facile que ça. Vous avez peut-être déjà regardé à la télé quand on n'a rien que l'arrimage, en fait.
l'arrimage, non, c'est pas l'arrimage, je sais pas comment on appelle ça, quand la capsule s'accroche à la station spatiale internationale, donc la capsule qui transporte les astronautes. Je sais pas si vous avez déjà regardé la vidéo, mais ça met un temps, mais vraiment très très long, juste pour qu'elle puisse s'accrocher, parce que il bouge tout doucement, le moindre mouvement l'un par rapport à faux. l'autre. Parce que les deux font le tour de la Terre en 1h30, donc Exactement. ils vont à plus de 20 000 km/h. Donc il faut vraiment que les deux aillent vraiment, mais c'est la précision, du travail de précision. Donc c'est pas aussi facile effectivement que les militaires qui sont sur Terre. Il faut se dire que dans l'espace, ça se passe pas pareil que sur Terre, quoi. Les lois, la physique telle qu'on les a, c'est les mêmes lois, mais ça se passe pas pareil du fait de la gravité qui est différente sur Terre, où on a vraiment la gravité terrestre par rapport hors de l'atmosphère. Oui, et après on fera une dernière question et on continue. Alors, juste aussi un point, c'est qu'il y a aussi la solution, c'est aussi que ça ne devienne pas un débris, qu'on n'utilise pas la fin de l'essence pour l'ergol pour le faire les désorbiser, mais qu'on arrive à le re-remplir d'ergol pour qu'il reparte pour un tour. Et ça, c'est aussi des choses qui regardent. Alors, je précise qu'il n'y a pas que des solutions techniques. J'ai dit au départ, il faut se poser d'abord la question pour qu'on envoie. On est bien d'accord là-dessus. Mais il ne faut pas aussi à perdre de vue qu'il y a vraiment des solutions qui sont en train d'être construites, ce qui ne nous empêche pas de nous poser d'abord les bonnes questions. On est bien d'accord. Mais il y a quand même des sources d'espoir de ce point de vue-là pour moi, sur à la fois le nettoyage spatial et sur la possibilité de réutiliser des débris en ayant des space tugs, des trucs qui passent et puis qui font station-service et qui remplissent un peu les satellites. Voilà. Voilà, on a fait un petit débat là et le temps est épuisé, donc on va conclure ici pour aujourd'hui. Alors, on vous remercie de votre présence. Je remercie également mes collègues Antoine et Mylène qui étaient en régie pour nous aider à tout cela, Violaine pour ses illustrations et nos trois intervenants, Marc Deschamps, Sébastien Derrière et Jenny Source, à qui on souhaite de bonnes recherches. Et puis on ne vous retrouve pas, non pas en janvier, mais sans doute en février. Et je ne suis pas encore dans la capacité de vous donner un thème. Donc prenez le temps et revenez nous voir dès que vous saurez notre programmation. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci et à bientôt.